Bonjour et bienvenue. Merci de nous suivre en direct et en ligne depuis les hôpitaux universitaires de Genève en cette journée mondiale de lutte contre le sida. Pour cette table ronde, 6 intervenantes avec moi. 3 sont actives dans la lutte contre le VIH ici à Genève et 3 sont membres d'organisations internationales incontournables évidemment pour espérer gagner la bataille contre cette pandémie qui dure depuis plus de 40 ans. Alors en ce 1er décembre, on va parler bien sûr de la solidarité plus que jamais nécessaire avec les victimes de cette pandémie, des discriminations aussi dont elles continuent à faire l'objet à travers le monde. On fera le point sur les thérapies, voir s'il y a des espoirs de ce côté-là, où on en est. Mais pour commencer, pour continuer, pour prendre la mesure des ravages que continue à faire cette pandémie, je vous propose de rappeler 3 chiffres donnés par ONU-SIDA, les chiffres récents pour l'année dernière. En 2021, 38 millions et demi de personnes vivaient avec le VIH à travers le monde. Il y a eu 1,5 million de nouvelles infections en une année et 650 000 personnes sont décédées de maladies liées au sida. Donc on voit que 40 ans plus tard, le combat est plus que jamais nécessaire. Et je vous propose de commencer par un tour de table. Je demanderai à chacune des intervenantes de répondre de manière assez brève, en 2 minutes maximum, à cette question. Il y a eu un mot d'ordre donné par l'Assemblée générale de l'ONU l'année dernière, vaincre le sida en 2030. Alors ça semble très ambitieux, 2030 c'est demain. Est-ce que vous pensez les unes et les autres qu'on peut y arriver et quels sont peut-être les principaux outils qu'il faut mettre en place, continuer à développer pour y arriver? Je commence par vous, Alexandra Calmy, vous êtes responsable de l'unité VIH ici aux hôpitaux universitaires de Genève. Bonjour, merci de nous suivre aujourd'hui. C'est vraiment extraordinaire d'être ici, un panel entièrement féminin et international, donc je crois que ça mérite d'être souligné. Tout d'abord, est-ce qu'on peut vaincre le sida d'ici 2030? Oui, évidemment, sinon on ne serait pas là aujourd'hui pour en parler, on y croit. Pourquoi on y croit? Parce que beaucoup d'outils dont on a besoin, on en dispose déjà. La question qui va se poser et à laquelle on va, j'imagine, débattre aujourd'hui, c'est comment nous assurer que l'accès à ces outils soit fait partout où il est nécessaire. Et les membres des organisations internationales ici autour de la table seront mieux à même que moi de répondre à cet enjeu. Mais c'est clair que les obstacles aujourd'hui sont encore nombreux. On peut mentionner la discrimination, on va aussi en reparler, on peut mentionner le coût des médicaments, même de médicaments qui sont life-saving, qui sauvent des vies, ou bien même de médicaments préventifs, qui sont d'ailleurs pas toujours disponibles, même dans des pays très riches comme la Suisse, en tout cas pas disponibles pour tout le monde. Donc ça fait partie des obstacles qu'on va devoir affronter pour répondre oui et avec optimisme à votre question. Alors, on va voir tout de suite ce qu'en pense l'Organisation mondiale de la santé, évidemment incontournable dans cette stratégie mondiale, Meg Doherty. C'est réaliste, vaincre le sida d'ici 2030? Oui, moi aussi, je pense que vraiment c'est réaliste, mais il faut changer un peu qu'est-ce que nous faisons maintenant, parce que nous avons eu un peu de retard pendant la pandémie de Covid et pendant un peu de contraintes fiscales et ce qui passait maintenant dans le monde. Il y a beaucoup des autres urgences et problèmes qui s'occupent des gens qui font la santé publique. Mais si on peut renouveler nos efforts, je suis convaincue qu'on peut arrivera d'avoir d'arriver à nos cibles, etc. Et je peux dire aussi, le problème que nous avons maintenant, nous avons les bonnes cibles, mais il faut faire ça pour chaque population dans chaque pays, et ça c'est le problème. Et pendant notre journée mondiale de SIDA, le thème cette année, c'est d'égaliser, de chercher le problème que nous avons où il y avait la population qui sont laissées derrière, qui n'ont pas l'accès. Comme mon collègue a dit, il faut maintenant qu'on commence petit à petit de réagir avec toutes ces populations. Avec ce moment-là, je suis convaincue qu'on peut réussir. Donc, message d'espoir, mais il y a encore beaucoup de travail. Alors, à Genève, qu'en est-il, Barbara Pralonsec? Vous êtes travailleuse sociale, active au sein du groupe Santé Genève. Vaincre le sida d'ici 2030, vous y croyez? Alors, oui, mais je rejoins un peu ce qui a été dit. Oui, bien sûr, par rapport aux 35 ans que je suis sur le terrain,
Bien sûr, les avancées ont été immenses, mais effectivement, il y a des choses qu'il va falloir travailler en amont, qui sont très clairement les stigmatisations, la vie des gens au quotidien, la prise de médicaments, la solitude, la vulnérabilité sociale de ces gens. Et il y a encore cette incapacité à la dissibilité. Est-ce que je le dis, même en Suisse, hein, est-ce que je le dis, même dans les rapports amoureux ou les rapports sexuels, de tout cet aspect social en dehors de l'aspect médical, on se rend compte encore que moi, des fois, dans le quotidien, je me dis, mais attends, ça fait 35 ans, j'ai encore des questions sur les moustiques. J'ai encore ce genre de questions-là. Ça veut dire qu'il y a des populations qu'on n'a pas touchées. Et maintenant, il y a aussi le vieillissement de la population. Avec l'intégration, là, on a la première vague des gens qui arrivent à l'AVS, des EMS. Et puis, en même temps, on a la nouvelle vague des gens qui ont 20 ans, qui ont 16 ans. Puis, pour eux, c'est plus rien. En fait, comment on les atteint? Alors, on a des programmes, mais... Oui, mais il va falloir un travail en amont de terrain où on est là toute très consciente et je pense que ça, c'est le principal. Donc, évidemment, importance aussi de la prévention et de ne pas baisser la garde. Hein. On va voir ce qu'on en pense du côté de l'International AIDS Society. Marlène Bras, pour vous, objectif réaliste 2030, vaincre l'épidémie de sida. Alors je pense que je vais aller un petit peu dans la même veine que la vôtre. Oui, mais vous avez cité qu'il y avait 1 million de nouvelles acquisitions du VIH. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que 70% de ces nouvelles acquisitions, elles se font au sein des populations clés. Les populations clés, ça va être les hommes gays, les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, les travailleurs du sexe et leurs partenaires. Ça comprend les gens qui injectent de la drogue, les populations trans. Et ce sont des populations qui souffrent énormément d'inégalités, qui rencontrent énormément de discrimination, comme vous l'avez parlé, de stigmatisation, de discrimination, parfois même selon les contextes de criminalisation. Et à moins que l'on adresse ces inégalités de façon vraiment significative, en mettant les personnes au premier plan, en se recentrant sur les personnes, ça va être compliqué, ça va être difficile. Et je pense que mes collègues ici vont en parler. Il y a une vraie importance à atteindre ces populations clés, comme vous le disiez, et une vraie importance à travailler avec les communautés. Inégalité, difficulté d'accès au traitement, c'est vrai, y compris dans un pays prospère comme la Suisse. Hein. Nathalie Vernat, vous qui êtes pharmacienne cantonale ici à Genève, on va y arriver d'ici 2030 ? Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Oui, évidemment, on doit y arriver. Et puis, on a les moyens potentiellement avec les médicaments qui sont là et qui sont efficaces et qui permettent évidemment de mettre ce genre d'objectif. Mais mes collègues ont très clairement dit, il y a une première barrière qu'il faut surmonter, c'est l'accès à l'information. L'accès à ces populations-là, et c'est probablement le plus difficile. Ensuite, une fois qu'on a l'accès, qu'on a la confiance, évidemment, on peut proposer des traitements qui sont particulièrement efficaces. Alors, c'est vrai que vous avez mentionné, ils sont chers en Suisse. Et là, il faut utiliser toutes sortes de stratégies différentes pour atteindre ou pour permettre l'accès à des populations typiquement qui n'auraient pas l'assurance de base en Suisse. Donc ça, ce sont des barrières qu'il faut surmonter. Mais la première, là où je rejoins mes collègues, c'est absolument l'accès à l'information à ces populations-là. Donc accès à l'information, mais aussi accès parfois pour des populations qui passent entre les mailles du filet du système de santé, y compris dans un riche pays comme la Suisse. On va y revenir. Alors, pour terminer, Charlotte Sector, vous êtes la porte-parole d'ONU-SIDA, donc évidemment vous avez une très bonne vision d'ensemble. Là aussi, ce mot d'ordre de l'ONU, vaincre le sida d'ici 2030, est-ce que c'est à portée de main ? Alors, c'est un peu comme ce verre. Donc, est-ce que le verre, on le voit à moitié plein ou à moitié vide ? Donc, ce que je vais vous dire, c'est que si on a une volonté politique et une volonté financière, je pense qu'on peut y réussir, d'accord ? Mais actuellement, là, il y a eu un peu un relâchement, comme l'a très bien dit Meg, comme nous l'a très bien dit la personne qui est sur le terrain et les personnes qui sont sur le terrain. Dû à la pandémie de Covid également ?
en partie Covid, en partie la guerre en Ukraine, en partie que beaucoup de pays sont occupés ailleurs, qui ont d'autres préoccupations, l'insécurité, tout ce qui nous concerne actuellement. Mais ça tombe bien parce que vous parlez énormément d'inégalités. On vient juste de sortir un rapport pour la Journée mondiale du sida, inégalités dangereuses. Donc ça reprend tout ce que les personnes ici ont dit, c'est qu'il faut un appel à l'action, une remobilisation pour qu'on puisse mettre fin aux inégalités et essayer de mettre fin à la pandémie. Alors justement, l'inégalité, d'abord évidemment on pense à l'accès au traitement qui n'est de loin pas assuré à travers le monde et on vient de le voir, on va y revenir, y compris dans un pays riche comme la Suisse. Charlotte Sector, quel est l'état des lieux dans les différentes parties du monde? Vous revenez, je crois, d'une mission au Nigeria et là on est vraiment sur une autre planète en ce qui concerne le VIH. Oui, tout à fait. En effet, et Meg a toutes les données à l'OMS et nous aussi, mais je vais vous juste donner, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais quand on y pense que la transmission mère et enfant au Nigeria est de 25%, il y a un problème. C'est inacceptable. D'accord ? Elle devrait être de 0% aujourd'hui ? 0%. Dans certains pays, on est à 0%. Donc, Nigeria, ça veut dire que, et c'est très clair, c'est ce que nous allons démontrer, et c'est ce qu'on travaille avec l'OMS là-dessus, c'est que ça veut dire que toutes ces femmes qui sont enceintes ne connaissent pas leur statut, ne sont pas dépistées. Il n'y a clairement pas de test, d'accord ? Ça, c'est la réalité. Alors que pour les adultes ont accès au traitement. On est dans les 90%, 90% de personnes qui ont accès au traitement au Nigeria. Pour les enfants, on est dans le 30%, d'accord ? Donc, il y a deux choses. Mère et enfant, donc pas d'information, pas de dépistage. Et après, une fois que l'enfant est né, ils vont dans la nature et on ne sait pas ce qui leur arrive, mais bon, ils ne sont pas dépistés, ils ne sont pas sous traitement. Et ça me paraît une aberration. Qui peut abandonner des enfants ? Enfin, c'est là où on essaye de faire un appel à l'action. Bon, bien sûr, après, il y a les populations clés, mais quand on pense au Nigeria avec les enfants, et ce n'est pas que au Nigeria, c'est dans beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest. Alors voilà, justement, il y a l'Afrique de l'Ouest, il y a aussi bien d'autres pays émergents. On se dit que parfois, avec des systèmes de santé pas toujours très performants, et il y a une question aussi du coût de ces traitements, par exemple pour les trithérapies, est-ce qu'il y a encore beaucoup de pays où c'est tout simplement inaccessible ou alors accessible au compte-gouttes et de manière un peu arbitraire ? Alors, dites-vous que, et je reviens un peu sur l'espoir, c'est qu'en 2000, les traitements étaient vers 10 000 $ par personne par an. D'accord ? Là, on est dans les environs de 100 $ par personne par an dans certains pays. Donc divisé par 100, le coût. Ouais. Bon, mais après, tout ça, c'est les pays pauvres, les pays en voie de développement. Bon, il y a tout un schmilblick sur comment on sépare les pays, et notamment en Afrique du Sud. Est-ce que c'est un pays pauvre ou un pays riche ? Bon, je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais normalement, dans beaucoup de pays, grâce au Fonds mondial, grâce à PEPFAR et d'autres organisations, le traitement est gratuit. Bon, mais ce qu'on voit en Afrique de l'Ouest notamment, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les user fees. Donc c'est un peu genre, le traitement est gratuit, mais pour avoir votre test de dépistage, il faut payer. Ou, dans le cas de Nigeria où je reviens, la clinique est à 40 km et madame ou monsieur, c'est loin, c'est toute une journée. Et c'est pas comme en Suisse où on a 2, 4, 5 personnes dans la salle d'attente. Là, j'en ai vu 45 et ça défile toute la journée. Donc il y a un problème d'accès physique, en fait, matériel. Ouais. Souvent. Mais bon, là, j'essaye de garder un peu d'espoir, et ça fait partie de tout ce dont on va parler. Il faut renforcer les systèmes de santé. Car vous avez vu, lors de Covid, même les pays riches ont eu du mal. Et ils ont encore du mal. Donc, malgré ce coût des médicaments divisé par 100, il y a encore toutes sortes de problèmes, y compris en Suisse. Nathalie Vernat, dans notre pays si prospère, le coût des traitements, ça reste une question majeure et tout le monde n'y a pas accès parce qu'il y a des gens qui passent sous les radars de notre système de santé. Voilà, donc comme vous le savez, donc, notre système de santé, c'est obligatoire de s'inscrire à l'assurance maladie.
Mais ce n'est pas parce que c'est obligatoire que tout le monde peut avoir accès, parce que ça coûte quand même cher à la fin du mois. Et donc c'est à ces populations-là qu'on s'adresse et qu'il faut penser, qu'il faut trouver d'autres modèles de financement de ces thérapies, parce qu'évidemment, si on a des réservoirs quelque part, on n'arrivera pas à l'enjeu qui est majeur de 2030. Et pour y arriver, il faut vraiment lever la première barrière de l'information et puis ensuite lever la deuxième barrière de l'accès au traitement. Et pour la Suisse, c'est le prix, évidemment, qui est aussi quelque chose de difficile parfois quand on n'a pas tous les moyens, ou quand c'est une population qui n'a pas forcément les moyens de payer une assurance maladie. Donc là, il faut inventer. Il faut trouver d'autres modèles et il faut savoir qu'en fait, à titre personnel, chacun de nous, vous, moi, mais tout le monde, qu'on a une assurance maladie ou pas, on a le droit d'importer à titre personnel 1 mois de traitement de pays, évidemment, qui ont des traitements qui sont fiables, d'une bonne qualité et qui permettent d'avoir l'accès à ces thérapies qui sont à coût, évidemment, qui sont comparables aux autres pays du Nigeria ou autres. Voilà, ça c'est une possibilité. Après, les institutions peuvent aider aussi ces populations à avoir accès à ces thérapies de cette façon-là. Et puis le canton aussi, il peut réfléchir avec les institutions, comment est-ce qu'on peut tous ensemble, et je pense que c'est ça, ce qu'on a aussi appris de la pandémie, c'est qu'en travaillant tous ensemble, on peut aller plus loin et plus vite. Donc il y a des systèmes, il y a des possibilités, mais il faut aussi informer avant. Parce que même économiquement, finalement, c'est toujours la même histoire. Alors évidemment, il y a une injustice personnelle pour les personnes qui sont contaminées par le VIH et qui n'ont pas accès à des traitements qui permettent de bloquer l'action du virus, à défaut de le guérir. Mais pour la société tout entière, si ces gens ne sont pas dépistés, pas traités, puisqu'une personne traitée, elle contamine moins ou elle contamine pas du tout même, laisser des gens comme ça non traités, c'est aussi un calcul complètement faussé pour la collectivité. Absolument. Donc là, en termes de santé publique, il ne faut pas viser le plus grand monde, mais il faut viser tout le monde. C'est toutes les populations, en fait, qu'il faut viser et bien connaître toutes les populations, d'où toute l'importance du travail du terrain, puisqu'on a entendu, elles sont multiples. Et puis, il faut vraiment des personnes qui connaissent extrêmement bien le terrain pour atteindre, pour les informer, ces personnes, et leur permettre aussi l'accès au traitement. Donc ça, c'est tout l'enjeu, à mon avis, de ce genre de santé publique, c'est de vraiment pas cibler le plus grand monde, mais cibler tout le monde pour évidemment essayer d'arriver à l'enjeu qui est majeur pour 2030. Mais dans un pays comme la Suisse, donc c'est une question d'accès à l'information, informer les gens qu'ils ont droit. Une fois que les gens viennent et qu'ils ont droit, qu'ils ont besoin de ce traitement, tout le monde peut l'avoir. Oui, dans le sens, oui. Aujourd'hui, je pense que, alors je laisserai la professeure Calmy peut-être aussi compléter, mais d'une façon générale, on a de la chance dans le canton de Genève d'avoir la CAMSCO, donc c'est vraiment une structure qui prend en charge les personnes indépendamment de leur pays, de leur structure assurantielle et autres, pour permettre justement l'accès aux soins. Ça, c'est vraiment la première des choses les plus importantes. Et à Genève, on est particulièrement pionnier avec la CAMSCO et on a vraiment depuis de longues dates travaillé pour donner l'accès aux personnes aux soins, et à l'information et au traitement. À Genève, mais pas forcément partout ensuite. Je ne sais pas, professeur Calmy, vous confirmez à Genève une personne qui arrive, enfin qui se présente, auprès de qui l'information a passé, elle a besoin d'un traitement, y compris ces traitements, ces thérapies très onéreuses, elle va le recevoir. Oui, c'est indispensable, ça ne souffre d'aucune question. On a toujours traité tout le monde. Que les traitements coûtent 10 000 francs par année par patient ou 100 francs par patient par année parce qu'on arrive à les commander dans des pays où le coût est beaucoup moins cher que celui que l'on a en Suisse, quel que soit le moyen qu'on a de se procurer le traitement, toutes les personnes ici qui arrivent dans notre unité peuvent recevoir un traitement. Il faut aussi dire que, je rejoins là Nathalie, recevoir un traitement, ça ne veut pas forcément dire recevoir du soin. C'est important que les personnes qui reçoivent un traitement aient aussi du soin. Sinon, ce n'est pas vraiment une prise en charge égale à celle des personnes qui, elles, sont suivies dans un système assécurologique standard. Donc, pour créer cette égalité, même dans un pays comme la Suisse, on doit offrir l'accès au traitement, et aujourd'hui on le fait avec des accès qui peuvent être celui de médicaments génériques que l'on commande dans des pays comme l'Inde. Je n'ai pas honte de le dire, je pense que c'est très important qu'on le fasse et qu'on le dise haut et fort, même pour la Suisse, et également de leur donner accès
aux soins avec voilà, des patients qui sont non facturables pour l'hôpital. Et je crois que c'est une mission d'intérêt général qu'un hôpital public comme le nôtre, ici à Genève, doit faire. En fait, il n'y a même pas de question. On le fait et on le fera encore, quel qu'en soit le prix. Alors, commander des traitements en Inde, hein, ici on est dans le pays de la pharma, ça semble tellement absurde. Il faut dire que les médicaments génériques, les traitements génériques sont accessibles pratiquement partout, sauf en Suisse. C'est bien juste, Madame Vernat? On a quand même des traitements génériques, mais même génériques, parfois ça peut être cher en fait. C'est ça, c'est pas parce que c'est un médicament qui est générique qu'il sera accessible. Il y a quand même un coût même au traitement générique. Et donc là, c'est vrai qu'on est, si on cite l'Inde, c'est pas sans comparaison avec un générique parfois ou pas, et surtout un traitement original. Donc c'est vrai qu'il y a des accords de TRIPS qui ont été faits avec les pharmas pour permettre à l'Inde, notamment, qui est un des plus grands producteurs de génériques, de produire des génériques à qui on aura sous licence. Enfin, ils donnent les licences et puis ils produisent, alors on peut le vérifier, des produits de qualité. Il faut aussi quand même se méfier de la contrefaçon. Je pense que c'est le risque et il faut vraiment être informé de cela. Mais si on a des filières d'approvisionnement qui sont particulièrement bonnes, où les médicaments sont particulièrement équivalents, alors à ce moment-là, je pense que tout le monde est gagnant. Pour terminer, peut-être sur ce chapitre, je me retourne vers vous, Charlotte Sector. On voit que finalement, c'est un problème, l'accès au traitement, qui ne se pose pas seulement dans les pays en développement ou dont le système de santé est chancelant, défaillant. Vous qui avez une vision globale, dans des pays occidentaux, peut-être très proches de la Suisse, il y a encore aussi beaucoup de gens qui n'ont pas accès au traitement. Oui, et écoutez, malheureusement, comme l'exemple des États-Unis, et là, vraiment, c'est vraiment lié aux inégalités, car c'est une maladie qui, avant, dans les années 90, touchait plutôt une population homme gay, et maintenant, c'est vraiment plutôt des minorités et surtout assez pauvres. Donc maintenant, on est et on le voit aussi dans d'autres pays. Mais c'est flagrant, c'est vraiment une maladie qui touche vraiment les populations vulnérables. Et on essaye de vraiment faire un peu comme tirer la sonnette d'alarme. Vous vouliez rajouter quelque chose, McDoherty? Non, je peux ajouter simplement mondialement, dans le global, la situation globale, nous savons qu'il y avait au moins 6 000 personnes qui sont positifs, qui ne reçoivent pas le médicament. Un autre 4 000 qui n'étaient jamais dépistés. Ça veut dire qu'il n'y a pas le dépistage qui est gratuite parmi le monde. Et aussi, il faut voir qu'il y a un problème de poche, de pauvreté partout dans le monde. Ce n'est pas simplement dans les États-Unis où on a un différentiel entre les gens qui sont sur le traitement, mais c'est aussi dans un pays qui ont beaucoup de monde sur le traitement. Il y a les populations clés, les autres populations, les enfants qui ne sont pas sur le traitement. Ça, c'est le problème qui doit changer un peu, parce que le traitement peut être accessible à tout le monde là-bas. Mais encore, nous savons qu'il y a les gens qui au courant de leur infection, qui n'ont pas accès. Et cette population, il faut changer la façon d'amener les gens aux soins, à dépister, de plus en excusez-moi pour le français, mais je crois aussi que c'est très important qu'on pense de tout le global et on peut amener les médicaments très moins chers, très efficaces. Et maintenant, on a presque tout le monde qui prend le médicament sur un comprimé par jour. Et ça c'est très bien, c'est moins cher, c'est au moins $70 par année maintenant, mais on n'a pas les enfants sur une comprimé. On a un médicament pour les enfants qui est très bien avec les dolutegravir, qui commence maintenant d'être utilisé dans l'Afrique. Et je crois qu'on peut voir un peu de changement et j'espère qu'on peut changer cette situation si on utilisait tous les outils que l'on a
Peut-être Alexandra peut ajouter un peu de ça pour bien expliquer. Alors peut-être rapidement, parce qu'après on va passer au chapitre suivant. Mais une minute complétez. peut-être juste pour compléter ce qu'a dit Meg. Ce qui est extraordinaire et ce qu'a fait l'OMS, c'est des recommandations, un comprimé par jour, universelles pour tout le monde. Femmes enceintes, hommes, adolescents, etc. Et donc ça a quand même changé la face du traitement. Aujourd'hui, dans le monde entier, si on respecte les recommandations de l'OMS, quasi universellement, on peut prendre un seul comprimé par jour et être traité efficacement pour le VIH. Je crois qu'il faut le dire, pour $70 par an par patient, c'est quand même une avancée extraordinaire. Et ça, on le doit aux actions coordonnées, mais qui ont été vraiment coordonnées par l'OMS. Il faut le reconnaître. Et je suis très fière que Genève soit l'endroit où habite l'OMS. On est très heureux de les abriter. Alors aujourd'hui, évidemment, à $70, tout le monde, on se dit que tout le monde pourrait avoir accès à ce traitement. Il n'y a pas seulement une inégalité, une discrimination dans l'accès au traitement, mais aussi peut-être d'une manière générale, dans la vie sociale pour les gens vivant avec le VIH. Barbara Pralonsec, qu'est-ce que vous observez, vous qui depuis 35 ans êtes active aux côtés des malades, des personnes infectées par le VIH? Ça continue aujourd'hui, ces discriminations. Alors, les discriminations, elles continuent. Ce qu'il faut savoir, c'est que avoir le traitement, c'est une chose. Faire un test de dépistage, venir quelque part, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit chez nous, que ce soit au CAMSCO, c'est une démarche. Ça veut dire se confronter à « je vais avoir une réponse », même s'ils ont entendu que se traiter tout de suite, c'était mieux. Il y a ça. Il y a après, si j'ai la nouvelle que je suis séropo, après, c'est les répercussions, quoi. Je vais le dire à qui? Cette peur primaire d'il y a 40 ans, elle est toujours la même chose quand on apprend qu'on est séropositif. Et on a peur de le dire autour de soi. Alors, on a moins peur qu'avant, mais ça dépend des milieux. Il y a effectivement plus de possibilités chez des amis, ça on le sent bien. Mais par exemple, il y a des endroits qui sont fermés. Je veux dire, le monde du travail, qu'on vienne me citer X entreprises qui disent « Ouais, t'es séropo, pas de souci, je t'engage ». Non, ce n'est pas la réalité. On va apprendre de manière détournée que t'es séropositif, on va te licencier pour une autre raison, parce que nous, on aimerait trop que ça soit la raison de la séropositivité. On pourrait partir en bataille et puis faire un procès. Mais c'est jamais comme ça que ça se passe. Donc, la réalité, c'est que ça soit dans les rapports, notamment intimes, je veux dire, de comment je fais quand je rencontre une nouvelle personne, toute cette solitude autour de la séropositivité, de comment je gère ça avec ma famille, avec ma sexualité, avec mes employeurs, même avec mes amis. Je veux dire, on le dit à un, on est sûr que, puis la rumeur, elle part. Et puis là, je parle notamment, alors c'est valable ici pour des gens qui sont nés ici, mais encore, nous, on travaille effectivement, il y a toutes les communautés LGBTQIA+, qui ont des discriminations plus particulières. Il y a toutes les communautés migrantes où, les groupes où tout à coup, tu as une femme qui arrive puis qui dit oh, « il faut que je reparte, je la connais ». Puis on va falloir tout ce travail de dire « mais au fait, si elle est là, elle vit la même chose que toi, donc elle est dans la même peur. Donc on va juste se poser ensemble, vous vous connaissez, puis on va se parler. » Mais la réalité, c'est que sur 35 ans, il peut toujours y avoir des fuites. Donc, il y a cette peur viscérale aussi, alors vraiment par rapport aux communautés ethniques, où on se dit, oui, moi, si ma maman le sait au pays, c'est fini. C'est fini. Même ici, il y a des gens qui vivent, on l'a encore vu l'autre soir dans le sujet de mise au point, où une mère qui a des enfants adolescents qui vit ici l'a pas dit à ses enfants parce que elle se dit s'il le dit, donc ça il y a les médicaments, il faut continuer à dépister pour traiter tout de suite, mais il faut faire cette démarche et cette démarche elle est compliquée pour chacune et puis après il faut l'assumer.
comment je vis avec cette nouvelle, qu'est-ce que j'en fais, à qui je le dis, à qui je le dis pas, comment ça va se passer. Et puis après, c'est vrai que pour quelqu'un qui vient de l'apprendre, c'est tout l'apprentissage de... Alors c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir une consultation SIDA magnifique, ou aussi notre consultation, où il y a tout ce temps qui est pris pour rassurer la personne, il faut trouver le bon traitement, puis après il faut entendre que oui, ça fait 6 mois que tu es indétectable, tu vas plus transmettre sexuellement. Mais attends, il faut des fois 2 ans pour que la personne elle comprenne. Donc tout ce chemin-là, 40 ans plus tard, non, on est encore là-dedans. Il reste vraiment beaucoup de chemin à faire. Ouais. Oui, ce constat est assez terrible. Ouais. Dans un pays comme la Suisse, en 2022, il y a des gens qui perdent leur emploi parce qu'on apprend leur séropositivité. Alors, Marlène Bras, est-ce que au plan mondial, là on sait aussi, le compte n'y est pas, il y a encore beaucoup de pays où si vous êtes séropositif, vous ne pouvez pas entrer sur le territoire, il y a des discriminations pour les populations locales infectées. Là aussi, le compte n'y est vraiment pas. Non, c'est vrai qu'il y a encore des pays qui discriminent et des pays qui criminalisent. Je pense que pour avoir les données plus exactes, c'est peut-être vers l'ONU-SIDA qu'il faut se tourner. Mais bien évidemment, on le sait, malheureusement, il y a des discriminations qui se font au niveau des pays, qui se font dans les pays également. Mais on n'est pas tous égaux lorsque l'on veut voyager, lorsque l'on veut... entrer sur différents territoires. Et oui, il y a certains pays qui vont vous demander quel est votre statut sérologique. Je ne sais pas si vous voulez, soit Meg, soit Patricia, ajouter... Du côté de l'OMS ou d'ONU-SIDA. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Barbara, c'est que, et elle a tout à fait raison, il y a un aspect soin, mais ce qui est important, et on essaie vraiment de travailler là-dessus, c'est d'avoir des autotests. Donc, c'est toujours la même chose. Après, il y aura l'information. Mais au moins, on peut faire l'autotest discrètement chez soi. Et on essaye de lancer des projets pilotes pour qu'on puisse prendre l'autotest, rentrer chez soi, se tester discrètement ou autre, et qu'il y ait un peu moins de stigmatisation. C'est surtout le cas donc, dans les pays où les rapports entre hommes sont criminalisés et où le travail du sexe est criminalisé. Donc... on essaye. C'est un projet que l'OMS et l'ONU-SIDA essayent de pousser. Maintenant, il y a beaucoup de pays qui ont adopté les recommandations, et les guidelines et les guidances d'utiliser l'autotest de dépistage auto. On fait ça pour le Covid, on fait ça pour le VIH, hépatite C, et maintenant, peut-être à l'avenir, le syphilis. Ça veut dire que c'est très bien. Comme on fait un autotest pour d'être enceinte, oui ou non. On peut faire ça la même chose pour le VIH. Mais en cas de résultat positif, si vous vivez dans un pays qui discrimine, ça peut être terrible. Oui, c'est terrible. Il y en a beaucoup, mais on pense que peut-être d'avoir la connaissance, c'est la première étape. Oui, si on a la connaissance, on peut commencer à faire les autres choses, d'y aller petit à petit vers les soins. Je veux ajouter simplement sur le problème de stigmatisation et aussi le U = U, ça veut dire que si on prend le médicament, on arrive d'avoir la charge virale moins bas, qu'on peut avoir les partenaires librement, sans stigma. Mais on a aussi les autres utiles. On a le PrEP, Pre-Exposure Prophylaxis. Ça veut dire le médicament on peut prendre si on est négatif pour prévenir d'être infecté avec le virus. Et ça, c'est aussi un problème qu'il n'y a pas assez de PrEP. Parmi le monde, ça commence, mais il faut continuer parce que ça va diminuer un peu le stigma, parce qu'on peut avoir les rapports si on prend un médicament pour éviter l'infection. Et y compris en Suisse, j'entendais ce matin quelqu'un de l'aide suisse contre le sida qui disait, même en Suisse, la PrEP, c'est encore trop peu accessible, Madame Calmy. C'est pas remboursé par les assurances maladie. Donc, on utilise des médicaments génériques. Donc, c'est pas très coûteux, c'est clair. En Suisse, on a un vrai problème de remboursement de la prévention par nos assurances maladie. La pilule
contraceptif n'est pas remboursé non plus. Bref, on a un vrai problème là. Et quand les gens nous disent est-ce qu'il y a encore besoin vraiment de lutter contre le VIH, je dis oui, il y a toujours besoin, que ce soit en Suisse ou ailleurs, mais en Suisse particulièrement, la PrEP est un enjeu majeur parce que je suis parfaitement d'accord avec Meg, elle est très efficace, mais complètement sous-utilisée. Alors quand on a la chance de disposer, dans le domaine qui est celui dont on parle aujourd'hui, du VIH, de moyens de prévention qui existent, et qui sont finalement pas si coûteux que ça, mais qu'on n'arrive pas à les mettre là où c'est absolument nécessaire, c'est un échec. Je crois que ça nécessite qu'on se mobilise pour ça. Vous avez parlé du mot mobilisation. Je crois que le mot mobilisation, il est utile, quel que soit le lieu de notre travail, que ce soit à Genève, dans une institution publique, que ce soit dans une ONG ou que ce soit dans les organisations internationales. On est tous là pour le même objectif, celui que vous avez mentionné au départ. On n'arrivera pas à éliminer le VIH en 2030 comme problème de santé publique si on n'arrive pas à faire en sorte que la PrEP, la prophylaxie de préexposition, soit disponible partout où elle est nécessaire. Et là, peut-être juste un point sur l'aspect scientifique, si vous me permettez une minute. C'est quand même fascinant ce qui s'est passé avec la PrEP, puisqu'on est passé de 1 comprimé par jour à prendre tous les jours sans jamais l'oublier, parce que si on l'oublie, ça ne marche pas, à 1 comprimé à prendre à la demande quand on en a besoin. Et maintenant, on a les produits de longue durée d'action. Alors certes, ce n'est pas encore des vaccins, mais on s'en approche quand même, puisque tous les 2 mois, une injection et on est protégé. Et puis, on a aussi l'anneau vaginal qui a été, je crois, l'année passée déjà reconnu par l'OMS. Donc, on a une panoplie de choses. Alors, on est très content d'avoir des outils harmonisés et standardisés, mais on est aussi content d'avoir des options individualisables qu'on peut proposer. Et c'est en cela qu'on va pouvoir aller vraiment chercher les populations clés et offrir ce qui est possible et nécessaire et utile pour ces populations-là. Peut-être pour terminer sur ce chapitre, en quelques mots, Barbara Pralonsec, parce qu'on a encore beaucoup de choses à aborder. Vous, c'est ce que vous constatez sur le terrain ici à Genève. La PrEP, c'est pas disponible, ou les gens ne savent pas qu'elle existe, ou ils n'y ont pas accès? Alors, si c'est disponible, hein, parce qu'effectivement, quand il y a besoin, on la trouve. Mais il faut la payer. Oui, elle n'est pas remboursée. Voilà. Mais effectivement, nous, on arrive toujours à se débrouiller pour que la personne elle ait accès aux soins, que ce soit avec la consulte ou que ça. On a effectivement la possibilité que les gens, voilà que financièrement accès, ce soit pas un frein, un obstacle incontournable. Effectivement, moi je rebondis. On a ça, mais par exemple les autotests, nous on en a eu chez nous, par exemple, on en a distribué. La réalité, c'est que les gens ils disent, moi j'ose pas faire mon autotest chez moi, je peux pas, j'arrive pas. Donc qu'est-ce qu'on leur dit? Venez, on va le faire ensemble, parce que quand j'ai la réponse, il se passe quoi? Qu'est-ce que je fais? Si c'est oui, alors on sait, nous, techniquement, si c'est oui, il faut aller voir ton médecin, mais la réalité, c'est qu'au moment de la réponse, c'est un moment de tétanie complète. Donc, on a eu ces autotests qu'on a au début offerts, et puis, au fait, la personne, elle revient, elle dit, je peux pas. Et même nous, pour bien les expliquer, on se les collègues, on se les est tous faits pour être sûr de bien pouvoir les expliquer. Mais au fait, la personne, elle part à la maison, puis elle revient, puis elle dit « je peux pas, je peux pas ». Donc, il y a tout ce travail-là aussi. Et puis, mais si l'accès aux soins en Suisse, on arrive toujours à se débrouiller. D'accord. Okay, on a une collaboration qui permet qu'on arrive toujours à se débrouiller. Okay. Et ça, c'est vraiment notre force à Genève et en Suisse. Ok, donc... On rebascule du côté de l'espoir. Là, il y a quand même. Je crois que quand il y a de l'espoir, il faut le prendre. Là, voilà. Sur ce côté-là, oui. Alors, espoir aussi dans les nouveaux traitements. Je me retourne vers vous, professeur Calmy, parce que 1 comprimé par jour, c'est très bien, les trithérapies actuelles. On a fait énormément de progrès par rapport à ce qui se faisait il y a 5, 10, 15 ans. Mais évidemment, ce serait encore mieux d'avoir des traitements qui ont une plus longue durée d'action pour espacer les prises. Là, où est-ce qu'on en est ? Alors, j'ai un patient avec lequel je discutais la semaine passée qui m'a dit, moi, le meilleur traitement, ça serait que j'en ai pas. Alors là, il faut tout de suite dire, ça ne marche pas comme ça. Non, parce qu'on ne peut pas guérir le sida. On ne guérit pas de ce côté-là, il n'y a pas de perspective. Non, je crois, 5 patients dans le monde ont été guéris. Il y a 38 millions de personnes qui vivent avec le VIH aujourd'hui. Donc, notre meilleure chance pour que les gens vieillissent bien avec le VIH, vivent bien et aient une bonne qualité de vie, c'est que le traitement leur convienne et qu'il soit sans obstacle pour la prise.
Donc peut-être d'offrir des options. En fait, on a eu depuis quelques années maintenant, grâce à l'OMS, comme je l'ai dit, cette option d'avoir un comprimé par jour pour tous. Ça a été une grande force. Peut-être que maintenant, l'étape suivante, c'est de pouvoir individualiser ces traitements en fonction des besoins pour que la qualité de vie reste excellente chez les personnes qui vivent avec finalement tout le temps au quotidien. Et un des traitements que l'on voit arriver, et j'espère assez rapidement dans le monde entier, mais qu'on a en Suisse depuis le mois de mars de cette année, ce sont des traitements de longue durée d'action. C'est des traitements qu'on administre par voie intramusculaire et qui restent dans le sang pendant 2 mois. C'est en tout cas comme ça ici qu'on le fait. Il y en a, c'est 1 mois. Nous, c'est tous les 2 mois. Alors ça, c'est pour certains patients une véritable libération parce qu'on ne pense pas tous les jours à la prise du traitement qui nous ramène, consciemment ou inconsciemment, à ce VIH qu'on n'arrive pas à oublier finalement. Dans le journal hier, vous avez vu ce patient de Lausanne qui a dit cette jolie phrase en disant « J'ai l'impression que c'est comme un oiseau qu'on a sorti de sa cage et maintenant je peux voler tranquille ». Alors, c'est vraiment des traitements qui ont apporté beaucoup à certains patients. D'autres sont moins enthousiastes à l'idée de ces traitements parce qu'on avait finalement décentralisé l'approvisionnement de ces traitements en dehors des hôpitaux, à des médecins en ville, et on leur disait aux patients, tous les 6 mois, vous passez prendre ces traitements, et puis quelque part, on oublie un peu le suivi médical, et que 2 fois par année, c'est assez léger comme suivi médical actuellement. Avec ces traitements injectables, eh bien, on remédicalise finalement le traitement et les structures de soins. Alors, à Genève, on n'a pas une grosse consultation, mais si on pense à Kailicha, où ils ont 8 000 ou 10 000 patients en file active, si tous veulent revenir dans le centre de soins tous les 2 mois avec des injections intramusculaires, ça fait quand même une certaine surcharge des systèmes de santé qu'on avait justement essayé de décentraliser. Donc ça, c'est un enjeu qu'on va devoir gérer. Je ne sais pas encore comment. Je me tourne vers vous. Il va falloir gérer ça. Ici, entre Genève et Lausanne, on a peut-être 150 patients maintenant qui prennent ces traitements, qui sont tous très contents. Mais évidemment, il y a un biais. Ceux qui les reçoivent, c'est ceux qui avaient envie de les recevoir. On ne les a pas forcés. Alors, comment est-ce que ça va se jouer au niveau mondial pour qu'on arrive à gérer la surcharge en termes de soins avec les traitements actuels? J'aimerais bien poser la question à Meg, par exemple. Oui, Meg Ah oui. Est-ce que les systèmes de santé dans des pays moins riches que le nôtre vont pouvoir tenir le choc et offrir ces nouvelles thérapies? Je crois que ça dépendra de chaque pays. Il y aura quelques pays qui peuvent faire ça, ou soit ils peuvent faire ça pour quelques populations, car les populations qui ont le trouble de prendre les médicaments, ou soit ils veulent le choix d'avoir les injections. Mais parmi le monde, nous avons maintenant 28, 29 millions de personnes sur le traitement. Ça serait difficile de faire ça pour tout le monde. Et cette injection de longue durée maintenant, ça a besoin de, comment dit-on, le cold chain. Ça veut dire qu'il faut avoir un champ de froid. Ça, c'est un problème d'infrastructure. Ça, c'est vraiment un problème. On a vu ça avec les vaccins. Si on doit remédicaliser pour tous ces millions de personnes, ça serait très difficile. En attendant l'avenir, qu'il y aura les autres molécules, les autres médicaments qui peut-être n'ont pas besoin de la chaîne de froid, qu'on peut ici synchroner, peut-être on peut avoir une meilleure injection où tout le monde peut faire. Il peut faire ça à la maison eux-mêmes, comme on fait avec beaucoup de médicaments. Je crois que ça, c'est l'avenir. Les médicaments que nous avons maintenant de longue durée, ça sera difficile. Soit pour le PrEP, si on veut utiliser, ça c'est un peu différent, le traitement, il y a 2 médicaments dans cette injection et ils ont besoin de la chaîne de froid. Le médicament pour prévenir VIH, c'est un médicament, pas de chaîne de froid, et on peut penser de faire l'expansion de ce médicament ici quelques années. J'espère que ça peut commencer ici, pas avec beaucoup de délais, parce que je crois que ça peut amener nous tout proche de nos cibles de 20. D'accord, donc là on est vraiment au début d'une nouvelle époque qui s'ouvre dans les traitements, parce que finalement on en revient à cette réalité, un comprimé par jour, ça semble beaucoup plus simple qu'avant, mais même ça c'est compliqué dans certains pays, je ne sais pas, il y a aussi peut-être des patients qui ne
peuvent pas adhérer à cette discipline? Oui, il y a toujours parmi le monde, il y a les gens qui prennent le médicament chaque jour sans problème, mais il y a toujours une moitié de personnes qui ne sont pas contentes avec le médicament. Une moitié? Pas une moitié. Beaucoup quand même. Moins de moitié. Okay, je peux dire peut-être moins de 10%. Mais quand même, ça reste un problème moins de 10%, moins de D'accord. 5%. Il y a toujours quelques personnes qui veulent changer parce qu'il y a les effets secondaires, ou soit il veut changer parce qu'il a pensé que peut-être les injections, c'est plus convenable. Mais d'habitude, ce médicament que nous avons maintenant, le médicament qui est 3 antirétroviraux dans un comprimé, presque tout le monde a réussi de prendre ça sans beaucoup d'effets secondaires. D'accord. Mais l'idée d'un traitement qu'on espace à tous les 2 mois au lieu de tous les jours, ça pourrait quand même renforcer l'efficacité. Là, il y aurait un espoir par rapport à cette frange des malades pour qui c'est vraiment très compliqué de se plier à cette prise quotidienne. En fait, on a là une espèce de compromis à faire. On veut le one size fits all. Ça, c'est ce qu'on a toujours voulu faire parce que c'est plus simple pour l'approvisionnement, pour le coût, pour tout. Et puis d'un autre côté, one size fits all, mais pas all 100%. Alors là, on doit trouver des compromis et je pense que ce qu'a dit Meg, c'est vraiment très raisonnable. C'est qu'il y aura besoin d'individualiser ces traitements pour certaines populations. Il faut aussi qu'on ait les moyens d'offrir aux gens ce dont ils ont besoin pour améliorer la qualité de vie. Il n'y a pas que la charge virale indétectable. Les gens ne sont pas des charges virales ambulantes. Les gens sont des personnes. Donc, à un moment donné, il faut qu'on puisse être capable d'offrir une qualité de vie aussi. Alors, chez certaines personnes, si on arrive à prendre en compte les besoins, le patient au centre, vous disiez, eh bien, on arrivera à individualiser pour certains, pas pour tout le monde, je pense d'ailleurs, c'est pas nécessaire. Mais si ceux qui en ont besoin peuvent avoir accès à une formulation différente, alors on aura gagné, je crois. Rebondir sur ce qu'Alexandra vient de dire, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment critique de remettre la personne au centre de la réponse au VIH. Il n'y a que comme ça que ça va fonctionner, il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Et avoir des approches qui soient multidisciplinaires, parce que là, on discute du VIH. Mais un individu, au cours de sa vie, va avoir des co-infections, va avoir des comorbidités. Et avoir une approche multidisciplinaire qui soit centralisée, qui soit intégrée, avec une vision sur le long terme et qui prenne en considération les besoins uniques des individus, qui prennent en considération leurs priorités, leurs préférences, c'est quelque chose qui est critique et qui, on en parle un petit peu, on dit le one size fits all ne fonctionne pas. Et c'est vrai, on voit qu'il y a des interventions qui vont fonctionner pour certains groupes d'individus, qui vont moins bien fonctionner pour d'autres groupes d'individus. Donc on a besoin de repenser la façon dont on approche les soins et de recentrer, quand je dis recentrer, c'est recentrer sur la personne et ce dont ils ont besoin pour cesser de voir les gens à travers un prisme de pathologie, d'un ensemble de pathologies, mais regarder l'individu et ses besoins. Et qu'est-ce qui fonctionne pour cet individu dans son contexte socioculturel, en fonction des inégalités qu'il va expérimenter, du stigma qu'il va expérimenter, des discriminations, etc., etc. Il y a vraiment ce besoin de se recentrer, d'avoir une approche... et d'offrir des réponses personnalisées, bien évidemment, d'avoir une réponse universelle. Et on parlait du VIH, mais c'est la même chose quand on disait c'est difficile des fois d'adhérer à une pilule par jour. N'importe quelle pathologie. Je veux dire, si avec mon contraceptif, je pouvais ne pas avoir un contraceptif, avoir une pilule par an, bien sûr que j'irais vers une pilule par an. Je pense que c'est humain. On a envie d'être de moins en moins médicalisé, quelles que soient les pathologies dont on peut souffrir. D'accord, merci. Je vous propose d'aborder un dernier thème parce que l'heure tourne et puis j'aimerais qu'on garde encore un petit peu de temps pour les questions du public. Cette table ronde, elle a été intitulée « Pandémie mondiale, ce que nous avons appris de la riposte au VIH ». Alors évidemment, aujourd'hui, il y a 2 nouvelles pandémies. On pense tout de suite à la pandémie de Covid et à la variole du singe, que d'ailleurs on n'appelle plus tout à fait comme ça depuis récemment. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer de ces 41 ans de pandémie de sida, ça semble très long. On se dit s'il faut attendre 41 ans pour avoir des résultats contre le Covid. Meg Doherty, peut-être, quels enseignements on peut tirer? Puis d'abord, pourquoi est-ce qu'on n'appelle plus la variole du singe la variole du singe? Ah oui. Oui. On peut dire à partir d'hier, à l'OMS, ils ont donné un nouveau nom. Ça veut dire maintenant on appelle
variole des singes, Mpox. Je ne sais pas la traduction en français, mais Mpox. Je pense que ça va rester Ça le va être terme Mpox. anglais. Mais c'est pour éliminer le terme monkey singe. Oui, c'est pour éliminer un peu les stigmas, les stigmatisations avec les noms et pour avoir un sens que le virus vient d'un singe. Ça, c'est pas la vérité. C'était un virus qui habite dans les rats et les autres rodents, ou soit qui transmettent entre personnes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ici avec le Mpox? On a fait beaucoup de choses très vite, je crois, à cause de les leçons qu'on a apprises avec le VIH. Ça veut dire, dès qu'on a commencé de voir qu'il y a le Mpox qui se transmettent entre les hommes qui ont le sexe avec les hommes, on a commencé déjà avec les messages, avec les informations, avec de mettre toutes les communautés ensemble, de parler qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire l'éducation avec notre population, comment on peut commencer de faire le dépistage, la vaccination, le traitement. Et on a vu à partir de la conférence de VIH cette année à Montréal, c'était très bien parce que le Canada et Montréal, ils ont donné des vaccins à tout le monde qui a vu. Et c'était gratuit. Et ça veut dire que la communauté a poussé nos politiciens de faire quelque chose de différent et a poussé nous à OMS aussi. Je suis sûre qu'on est très vite, on a fait quelque chose de bon pour le Mpox. Alors, et ça, c'est peut-être un gain de tout ce qu'on a appris de ces 40 ans de pandémie de sida. Quand même, on a entendu dire qu'en Suisse, on a attendu les vaccins un peu longtemps par rapport aux pays environnants. Je ne sais pas ce que vous avez pu observer, Barbara Pralonsec. Oui, alors moi, j'aimerais juste revenir. Alors, merci qu'on appelle ça maintenant Mpox. Je trouve que c'est déjà bien. La réalité, c'est que, alors moi qui travaille sur le terrain depuis le début, quand j'ai vu arriver la variole du singe avec les gens, je me suis dit ah non, c'est pas possible. Déjà le nom, c'était, alors je le dis parce que c'est comme ça vraiment que je l'ai senti, on nous remet les gens dans une perspective que ce sont des hommes, où là on a raté la coche, hein. Ce sont des hommes qui sont incapables de s'arrêter de copuler. Le mot singe a mis les gens là-dedans. Ça a été hyper stigmatisant. On a fait, alors depuis hier on a ça, mais la réalité c'est que les gens qui étaient là-dedans, ils se sont enfermés dans un truc, genre, comme quand on parlait, c'est le cancer des homosexuels au début, et puis après on en a fait autre chose. La réalité c'est que dans ce Mpox, je vais utiliser ça aujourd'hui puisque ce sera la nouvelle de la journée, on a oublié les travailleuses sociales du sexe, notamment. On n'a pas parlé des femmes. Ça me rappelait, comme au début, on a fait des affiches pour dire, voilà, les relations anales chez les homosexuels. C'était ça, hein, le FSP. C'est dangereux. Mais attends, chez les couples hétérosexuels et d'autres sexualités, on a des rapports anaux. Donc, si toi, tu ne te sens pas concerné parce que tu n'es pas homosexuel, mais que tu as cette pratique dans ta vie sexuelle, ça ne compte pas. Au fait, tu n'as pas enregistré. Donc, la réalité, c'est que là, les gens... Alors, heureusement, le vaccin est là, mais ceux qu'on a vus qui ont souffert de cette maladie du Mpox, ça a été juste terrifiant parce qu'ils se sont sentis dans une... D'abord, comment ça se transmet, puis après, toutes les rumeurs. Enfin, sur le terrain, ça a été un coup de grisou. Hein. Ça a été... assez terrifiant. L'impression d'un mauvais remake. Ah, oui, vraiment, le mauvais remake, et puis alors le Covid entre deux, tu es là et tu te dis, oula, les gens, là, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour eux. Voilà. Ce que Barbara dit aussi, c'est à quel point le langage est vraiment important. Oui. Et la façon dont on parle, ça peut être extrêmement stigmatisant, ça peut être extrêmement... ça peut empêcher, comme vous le disiez, ça peut faire en sorte que les gens se sentent vraiment stigmatisés, n'aillent pas se faire détecter, se faire tester. Donc il y a vraiment une importance à faire attention à la façon dont on parle des gens. D'accord.
Peut-être sur les... Voilà, on me dit qu'il y a des questions du public. On va laisser la place pour vous permettre d'y répondre. Peut-être sur ce chapitre des leçons qu'on a pu tirer de la pandémie de VIH pour les pandémies actuelles. Je termine par vous, professeur Calmy. Est-ce que du côté peut-être des avancées thérapeutiques ou des réponses médicales qu'on peut donner, là, il y a eu des enseignements? Bon, les enseignements, ils ont été majeurs. Hein. Je pense que 40 ans de VIH et le temps s'est raccourci avec Covid et encore raccourci avec le Mpox. Donc, on a quand même beaucoup appris. Moi, si je devais retenir une leçon, c'est quand même le lien de la science avec la communauté, le lien de la science avec la politique. Ça s'est quand même bien fait avec le Covid. Il y a des hauts et des bas, mais on l'a appris. On sait que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas si c'est les scientifiques tout seuls ou les médecins tout seuls qui font leur truc. Ça ne marche pas. Donc ça, c'est quand même une grande leçon de la pandémie du VIH. La communauté, le lien avec la politique. Et puis, on l'a bien vu dans cette table ronde, moi j'ai trouvé ça extraordinaire. On est sans cesse en train d'osciller entre les besoins individuels d'un patient à niveau donné à Genève ou à HUG, et puis la perspective mondiale. Et cette perspective mondiale, elle est clé pour lutter contre les pandémies. On ne pouvait pas lutter contre le Covid seulement au HUG à Genève. On ne peut pas lutter contre le Mpox seulement ici à Genève. On est obligé de tenir compte qu'on n'est pas dans un îlot. On vit en partenariat avec le monde entier et on est heureux de ça. Et je pense que c'est ça la leçon qu'on a tirée du VIH. Très bien, merci beaucoup. Je vous propose pour terminer de répondre, alors on verra qui veut répondre à quelques questions qu'on me transmet, qui ont été posées par les gens qui nous suivent en ligne. Première question, je vois qu'en Angleterre, on a testé l'inclusion du test VIH et hépatite dans les tests sanguins standards. Résultat, plus de 800 cas de VIH et d'hépatite détectés dans une population qui ne fait pas partie des groupes habituels à risque, j'imagine. Est-ce qu'une telle mesure est envisagée en Suisse? Est-ce qu'il y aurait l'avantage, dit cette personne, de stigmatiser le VIH auprès du grand public? Je ne sais pas qui veut se lancer. Bon, ça n'est pas le cas en Suisse, on ne le fait pas, donc on n'a pas de dépistage universel, à part aujourd'hui, je le rappelle, hein, d'ailleurs, aujourd'hui où le test de dépistage est gratuit ici au HUG, parce que le coût est un obstacle, il faut bien le dire, même ici. On n'a pas de politique de dépistage universel à l'arrivée à l'hôpital, par exemple. Ça a été discuté, ça a été testé en France dans des essais, dans des études cliniques, ça n'a pas été particulièrement concluant. Aujourd'hui, ce qu'il faut par contre savoir, c'est que ce n'est pas parce que vous rentrez à l'hôpital pour une appendicite ou une opération de la hanche ou que sais-je encore que vous aurez un test VIH. Or, quand on pose la question à beaucoup de gens, ils nous disent « Ah non, mais moi je suis VIH négative, hein, parce que l'année passée j'ai eu une appendicite, donc c'est bon. » Puis, donc, les gens pensent qu'on les a testés. Voilà. Donc les gens pensent que ce testing universel qui est fait dans certains pays est fait ici, et ce n'est pas le cas. Donc, je pense qu'il faut surtout rappeler que ça n'est pas le cas. Donc c'est une démarche de faire un test, ça reste une démarche active, proactive, par autotest, soi-même, dans une association, à l'hôpital, où vous voulez, chez votre médecin traitant, mais ça reste une démarche active. Ça ne peut pas être ici en Suisse une démarche passive. D'accord. Ok, c'est bien noté. Autre question, prévoyez-vous d'informer suffisamment la population suisse que lorsqu'une personne prend son traitement et que donc elle a une virémie indétectable, elle n'est pas dangereuse pour les autres, afin que ce tabou qui pèse lourd puisse enfin disparaître? Alors, c'est vrai qu'on parlait de cette stigmatisation, Barbara Pralonsec. Là, il y a une information qu'il faudrait faire encore. Alors oui, il faut continuer, mais la réalité, c'est qu'il y a l'information qu'on fait, et puis la réalité, il y a l'intégration que la personne qui est indétectable, qui prend son médicament et qui sait, parce qu'on lui a dit, son médecin lui a dit, tu es indétectable, tu ne transmets plus, qu'elle intègre, ça peut prendre des semaines, voire des mois, que oui, c'est vrai, je peux avoir des rapports sexuels non protégés, je suis plus, donc je vais plus transmettre, et ça, cette démarche-là, on doit continuer la prévention, absolument, et puis il faut continuer avec ces messages-là, mais une personne, d'autant plus peut-être ceux qui ont pris des médicaments depuis longtemps, et qui ont pris 20 ans de médicaments, puis on leur dit maintenant tu es indétectable, tu peux prendre, et puis même tu peux envisager d'avoir des enfants, qui te regardent avec des yeux, genre... Attends, quoi, t'es sûr? Est-ce que t'es vraiment sûr? Alors, le médecin, il fait son travail. Oui, je suis sûr. Tout ça, ça a été dit. C'est-à-dire que même, ça va plus loin. On a vu le docteur Hirschel qui a pu défendre et qui a défendu au niveau pénal que quelqu'un soit pas
condamné parce que voilà, il n'y avait pas eu de transmission puisque la personne, ça a été prouvé. Mais il y a eu, entre le fait de le dire, de l'entendre et de l'intégrer dans sa propre vie et après dans la vie de l'autre partenaire, alors ça, c'est du cas par cas. Hein, c'est remettre la personne au centre. Chaque boulot est pour chaque personne et on essaye de faire ce travail individuel avec chacune parce que cette information, elle va prendre un chemin différent, quelle que soit la personne, et c'est le travail sur la planche tous les jours. Voilà. J'aurais presque envie de vous retourner la question, Alain, parce que je pense qu'il y a un rôle des médias qui est extrêmement important ici. C'est-à-dire qu'on veut suivre les données scientifiques, on veut suivre la connaissance. Je pense qu'il y a un rôle des médias aussi d'amplifier le message et de ramener ça sur le terrain national, international. Je sais que je retourne un petit peu la table vers vous, mais je pense qu'il y a un vrai rôle clé, en tout cas, des médias pour communiquer ce genre de message. De rappeler qu'une personne qui se traite, qui a une virée indétectable, n'est en aucun cas un danger pour son entourage. Voilà, de ramener les avancées qu'on a pu voir dans le domaine du VIH. On parlait des agents à longue activité. J'ai du mal à le traduire en français, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est très bien. On en parle dans les communautés scientifiques, on en parle avec les communautés. Si on veut atteindre le public général et faire diminuer la stigmatisation, par exemple, de gens qui n'ont pas accès nécessairement, qui ne vont pas aller chercher ces informations, je pense qu'il y a un besoin d'avoir une vraie démarche des médias pour amplifier ce message. Alors évidemment, une journée mondiale, c'est l'occasion de remettre un coup de projecteur. Et puis, vous savez que au plan de la santé, on a été beaucoup occupé dans les médias avec la pandémie de Covid. Et après, malheureusement, on observe parfois une certaine saturation du public relativement aux dangers sanitaires, etc. Mais en tout cas, c'est noté. Dernière question, peut-être on peut dépasser d'une minute ou deux. En 2022, l'aide suisse contre le sida a recensé 600 cas de discrimination, particulièrement dans le domaine de la santé. La Suisse ne connaît pas de loi anti-discrimination. Faut-il en mettre en place une telle loi pour contrer ces discriminations? Je ne sais pas qui veut répondre. Barbara Pralonsec. Est-ce qu'en Suisse, on devrait légalement avoir davantage d'instruments? Je pense qu'effectivement, notre avocat serait à mieux de répondre ça, mais c'est vrai que du moment où les choses, elles sont légiférées, ça aide. C'est clair que ça aide. Et puis que dans ce sens-là, il faut toujours continuer. Les discriminations, le problème, c'est pas qu'elles n'existent pas. Elles existent beaucoup. Les discriminations, c'est de pouvoir les mettre en évidence et de les prouver. C'est ça le problème. C'est que nous, on a des tas de gens qui viennent nous dire il s'est passé ça avec mon employeur, mais après, il faut les preuves. Parce que l'avocat, il ne peut pas aller, et même s'il a la loi avec lui, avec des nouvelles lois, tant qu'il ne pourra pas prouver les choses. Et c'est là que c'est subtil, parce que quand on discrimine, on sait exactement comment passer pour discriminer, pour ne pas être attaqué. Donc, bien sûr, continuons les lois pour améliorer. Mais nous, le problème, on a toujours dit, depuis le début, on l'a dit, si seulement on avait quelqu'un qui nous licenciait quelqu'un pour séropositivité, bingo. Mais ça s'est pas fait. Oui, c'est l'exemple que vous donniez. On trouve des prétextes. Donc, on va les discriminations, c'est la même chose. C'est vicieux. C'est toujours par derrière. Alors, renforcer des lois sur lesquelles, après, un avocat peut s'appuyer, génial. Mais la réalité, c'est que devant la loi, il faut prouver. Parce qu'on est dans la présomption d'innocence. Et puis que ça, c'est quelque chose de fondamental et qui reste fondamental. Et puis, donc... c'est continuer aussi d'accueillir la parole des gens et puis de les aider à trouver des choses concrètes. Mais c'est extrêmement difficile parce qu'on sait que les gens qui discriminent, c'est des gens qui
qui sont malins, qui vont pas faire ça de face, qui connaissent aussi la loi. Enfin, on aimerait bien, mais c'est pas si facile. Donc la loi nécessaire, mais pas suffisante. C'est Peut-être pas pour suffisant. terminer, je me retourne du côté des organisations internationales, ONU-SIDA, l'OMS, des législations, ce serait quand même une bonne base de départ dans certains pays. Je ne sais pas qui vous devez répondre. Absolument, absolument, je suis tout à fait d'accord. Et je dirais que moi, le mot de fin, c'est que, et on l'a bien prouvé là, c'est que la réponse communautaire est fondamentale. Parce qu'en effet, on a la science, on a le traitement, et pourtant, il y a encore 650 000 décès. Donc, sans vous, Barbara, sans vous, ce relais est nécessaire et absolument fondamental. Parce que, vous voyez, à chaque fois, elle nous dit, mais regardez le terrain, regardez, c'est pas la réalité est autre. Donc, je vous remercie. Et ça manque encore beaucoup, Meg Doherty, ces Je législations. crois aussi cette discrimination, c'est très, très important pour arriver à nos cibles, parce que si on a les lois qui discriminent parmi le monde, s'il y a la criminalisation de la population clé, on ne peut jamais arriver à nos cibles. Donc, nous travaillons avec les autres partenaires pour changer les lois. Ça, c'est très difficile à faire, mais petit à petit, on a fait ça et maintenant, on commence à avoir un peu de succès. On voit qu'il y a les décriminalisations entre les hommes à Singapour qui ont le sexe entre les hommes. Et je crois petit à petit, le monde va changer. Mais surtout, il y a aussi une polarisation. Et on doit être sûr que notre droit et notre loi humaine sont un peu à risque. Il faut toujours être à côté des droits humains. Et la santé, c'est un droit humain aussi. Ouais. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup. C'est quelque chose que finalement qu'on peut appliquer à tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Hein. Il y a de l'espoir, mais il y a encore énormément de travail. Ce serait peut-être ça le mot de la fin sur lequel on va se quitter. Hein. Notre heure est passée. On vous remercie de nous avoir suivis et puis on vous rappelle qu'évidemment cette table ronde est disponible dès aujourd'hui en ligne sur le site internet des hôpitaux universitaires de Genève et sur leurs réseaux sociaux. Merci beaucoup et bonne journée.